Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la Tunisie aux commandes du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Mandat d'un mois lors duquel le pays entend agir comme une force de recommandation positive en vue de soutenir la sécurité et la stabilité sur le continent. La Tunisie ou les ambassades des pays africains continuent d'organiser le rapatriement de leurs ressortissants suite à l'escalade des violences racistes envers les immigrés originaires d'Afrique subsaharienne. La dernière ambassade en date à avoir annoncé le rapatriement de ses ressortissants est celle du Cameroun. Et puis faire rayonner la langue française et les cultures francophones en promouvant l'éducation. C'est l'un des objectifs majeurs de l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF multiplie les stratégies pour augmenter le nombre de locuteurs francophones dans le monde. Mais tout d'abord, au Kenya, la manifestation de l'opposition initialement prévue ce lundi 3 avril n'aura finalement pas lieu. Le leader de l'opposition, Raila Odinga, a annoncé sa suspension en conférence de presse la veille, justifiant cette décision par l'appel au dialogue lancé par le président William Ruto. Ce répit intervient après 2 semaines de crise. Le président kényan a notamment annoncé la mise en place d'une commission parlementaire bipartite appelée à étudier les réformes possibles de la procédure électorale et à exhorter son rival à saisir cette occasion. Il a toutefois exclu de conclure une quelconque alliance avec son adversaire. Notant que Raila Odinga avertit, l'opposition se réserve le droit de relancer ces manifestations si le processus de dialogue ne porte pas ses fruits. Pour rappel, Raila Odinga organise depuis le 20 mars des manifestations bi-hebdomadaires le lundi et le jeudi, lors desquelles il accuse le pouvoir d'inertie face à la dégradation des conditions de vie dans le pays, malgré l'interdiction des autorités. Au moins 3 personnes sont mortes dans ces manifestations organisées par l'opposition. Depuis le 1er avril, la Tunisie assure la présidence tournante mensuelle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Dans son engagement à contribuer à la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'organisation, le pays a représenté les États africains lors de son mandat au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2020-2021. La Tunisie se positionne ainsi comme une force de recommandation positive en vue de soutenir la sécurité et la stabilité sur le continent. Nathalie Mo. Depuis le 1er avril 2023, la Tunisie assure la présidence tournante mensuelle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères a présenté les engagements de la Tunisie à la tête de l'organisme panafricain. Le pays d'Afrique du Nord se positionne ainsi comme une force de recommandation positive en vue de soutenir la sécurité et la stabilité sur le continent. Pendant sa présidence au Conseil, la Tunisie œuvrera à concrétiser sa vision de trouver des solutions pacifiques, justes et durables à divers problèmes africains pour une Afrique sûre, stable et prospère. Fière de son appartenance africaine, la Tunisie a toujours placé le développement et la sécurité du continent au sommet de ses priorités. La présidence tunisienne au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine démarre alors que le pays traverse une polémique dans un contexte de forte immigration clandestine sur son territoire. Le 21 février 2023, le président tunisien Kais Saied a annoncé des mesures urgentes contre des migrants originaires d'Afrique subsaharienne, des propos qui ont soulevé des critiques contre le racisme. L'Union africaine a également condamné cette sortie du président Kais Saied, invitant ses États membres à s'abstenir des discours de haine. L'organisme panafricain a souligné son intérêt pour la sécurité et le respect des droits de tous les Africains. Bon, ils n'ont pas la nationalité tunisienne, mais ce sont nos frères. Je suis contre la traite des êtres humains, des Africains particulièrement, soit en Tunisie, soit ailleurs. La Tunisie a adhéré au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour la période 2022-2024 lors de la 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l'organisation. Dans son engagement à contribuer à la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le pays a représenté l'Afrique lors de son mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021.
Présidence du CSP de l'Union africaine que la Tunisie assume à un moment où sa réputation a quelque peu été entachée au sein de l'organisation panafricaine. En effet, depuis le discours polémique du président Kais Saied intervenu en février dernier, une vague d'agressions violentes cible des immigrés subsahariens dans le pays. Les immigrés noirs africains se considèrent en insécurité et campent toujours devant les sièges des organisations internationales et ambassades, espérant une solution à leurs problèmes. L'ambassade du Cameroun en Tunisie est la dernière en date à avoir déclaré via un communiqué officiel le rapatriement volontaire des ressortissants camerounais résidant en Tunisie et ayant confirmé leur souhait de quitter le territoire tunisien. Le point avec Laetitia Mebenga. Le gouvernement camerounais organise une opération de rapatriement volontaire des ressortissants camerounais vivant en Tunisie. Le premier embarquement aura lieu le 5 avril 2023. Les volontaires devront se retrouver à 12h30 à l'ambassade du Cameroun en vue du départ vers l'aéroport de Tunis-Carthage. Cette opération intervient dans un climat d'insécurité pour les migrants d'Afrique noire, suite à un discours controversé du président de la République tunisien Kais Saied. Le discours jugé raciste et haineux selon les organisations non gouvernementales a été depuis défendu par le président de la CEDEAO qui parle d'une mauvaise interprétation du discours du président tunisien. Dans un souci d'apaisement de la situation, le président tunisien s'est défendu de tout racisme à l'égard des Africains subsahariens. Cette situation concernant les Africains ne peut être interprétée par les langues malveillantes comme ils l'ont fait ces derniers jours, comme du racisme. De quoi il parle? Il divague tout d'abord. J'ai un certain nombre de membres de ma famille qui sont mariés à des Africains. Mes amis de la faculté de droit de Tunis étaient des Africains. Ils ont voulu interpréter le discours à leur guise pour nuire à la Tunisie. Des vols, des actes de vandalisme commis par des citoyens tunisiens, des expulsions arbitraires par des propriétaires et des licenciements abusifs par des employeurs. Des injustices qui se multiplient contre des immigrés selon des images diffusées sur les réseaux sociaux ou des témoignages anonymes ou à découvert pour certains. Même si le président tunisien a essayé de résoudre le problème actuel, le problème qui s'est passé récemment, nous les ressortissants subsahariens de la Tunisie, nous marchons dans les rues de la Tunisie avec beaucoup de crainte, beaucoup de prudence, beaucoup de retenue, parce que nous avons peur d'être bastonnés en route, nous avons peur d'être insultés, donc nous marchons vraiment avec beaucoup de crainte. Depuis le début des hostilités, la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée ont déjà procédé à des rapatriements volontaires. Les autorités locales tunisiennes, quant à elles, essaient de garantir un minimum de droits pour les réfugiés subsahariens. Toujours dans l'actualité, Juan Branco, l'un des avocats de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, récemment condamné pour diffamation à une peine de 2 mois de prison avec sursis, dénonce, je cite, une persécution rare de son client. Pour rappel, à peine arrivé sur le sol sénégalais dans la nuit du 29 au 30 mars, l'avocat français Juan Branco a été expulsé du territoire alors qu'il était venu défendre son client Ousmane Sonko dans le cadre de son procès intervenu le 30 mars. Depuis l'annonce du verdict, les réactions sont diverses. La défense du ministre Mame Mbaye Niang, qui avait porté plainte contre Ousmane Sonko pour diffamation, indique avoir fait appel à cette décision. Lors d'une conférence de presse à Paris, Maître Branco est revenu sur le sujet. Je vous propose de l'écouter. Monsieur Sonko fait l'objet, depuis un certain nombre d'années, d'une persécution rare parce que il n'est pas habituel que des personnalités aient la capacité à résister, comme il l'a fait, aux différentes violences qu'il a subies depuis un certain nombre d'années, aux côtés de ses conseils, aux côtés de ses partisans, aux côtés de ses militants. Lorsque je suis venu à Dakar, j'avais pleinement conscience de l'importance de ce procès, de, évidemment, la pantalonnade qu'essayait de mettre en place le régime, ce simulacre de démocratie et de justice pour justifier l'élimination politique, mais potentiellement aussi physique, d'un opposant. Je savais les morts qui nous contemplaient et je l'ai énoncé dans un message sur les réseaux sociaux pour prendre à témoin le peuple sénégalais dans la perspective d'une éventuelle intervention et tentative d'opposition de la part du régime à ma venue.
est très conscient des risques qu'il existait, non seulement, évidemment, comme c'est arrivé, de refoulement, détention, expulsion, mais éventuellement d'incidents qui auraient pu être provoqués sur le territoire sénégalais au prétexte de la situation et des conséquences qu'ils auraient pu avoir, y compris sur mon intégrité physique. Donc nous n'étions pas venus naïvement et nous savions parfaitement au risque auquel l'on était confronté. On avait appris, peu avant mon arrivée, que l'Élysée avait dépêché une mission en toute urgence, juste après ma désignation, sur le sol de Dakar, avec la numéro 2 de la cellule de l'Élysée en personne, qui s'était rendue au palais présidentiel afin de tenter, selon les mots de l'Élysée, de trouver une solution à la situation politique du Sénégal. Et donc on se retrouve dans une situation où la France encore considère qu'elle a à intervenir dans le jeu supposément démocratique du pays pour décider ce qui devrait intervenir, quelles doivent être les décisions de justice qui sont prises, quels sont les opposants qui ont le droit ou non de se présenter aux élections et dans quelles conditions. Cela fait des années que M. Sonko dénonce ces interventions. Cela fait des années que M. Sonko dénonce cette compromission des autorités sénégalaises à l'égard de la France et la perte de souveraineté que cela implique pour le peuple sénégalais. Le 30 mars, pendant que j'étais refoulé, arrêté puis refoulé par 7 hommes en armes dès ma sortie de l'avion, qui m'indiquaient que c'était une façon de me rendre hommage du fait de mon importance, qui disaient qu'ils raconteraient à leurs petits-enfants qu'ils avaient arrêté Juan Branco, et qui en même temps étaient d'une agressivité extraordinaire pour essayer de m'intimider dans un premier temps, jusqu'à ce que je réussisse à calmer les choses en essayant de me saisir mes documents, mes ordinateurs et tout ce que j'amenais au procès pour prouver l'innocence, car c'est très important de répéter, l'innocence de M. Sonko, la nullité des procédures. Eh bien, ses confrères sénégalais, il faut le rappeler, il faut insister, ce qui m'est arrivé est arrivé à l'ensemble de l'équipe de défense de M. Sonko. Au Cameroun, le président Paul Biya a nommé par décret les 30 sénateurs manquants à la composition de la nouvelle chambre haute du Parlement. Les 70 autres sénateurs ayant été élus lors des scrutins du 12 mars dernier conformément à la Constitution. Dans le décret publié le 31 mars, on a noté quelques reconductions, notamment celle du président en exercice de la Chambre haute du Parlement, Marcel Nyat-Ndjifendi. Il s'agit de son 3e mandat successif depuis le début de la mise en place du Sénat en 2013. Notons également que 6 sénateurs issus de l'opposition ont fait leur entrée au Sénat, majoritairement acquis par le parti au pouvoir, Laetitia Mebenga. La nomination attendue des 30 derniers sénateurs par le président de la République du Cameroun est enfin effective. Parmi ces derniers, 6 figures appartenant à l'opposition désignée. Les différents partis représentés au Sénat sont désormais le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir qui occupe 95% des sièges, le Social Democratic Front, le Front pour le salut national du Cameroun, l'Alliance nationale démocratique du peuple, l'Union des peuples camerounais, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès et le Mouvement pour la défense de la République. Une configuration qui, selon les observateurs, réduit l'influence de cette institution sur le jeu démocratique et sur le développement. Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Et donc, avec le parachèvement des institutions de la décentralisation, on devrait théoriquement voir plus de dynamisme au niveau du Sénat. Cependant, il faut noter que la majorité écrasante dont jouit le RDPC joue quelque peu en la défaveur du Sénat, puisqu'on ne voit pas des débats contradictoires qui pourraient, donc par le jeu d'opposition, accoucher de lois courageuses qui viendraient faciliter ou accompagner le processus de développement du pays. Une innovation au sein de l'institution. La 3e mandature du Sénat comprend désormais 31% de sénatrices, soit 31 femmes, sur un total de 100 membres contre 20 pour la précédente législature. Rappelons que ces nominations interviennent quelques jours après la reconduction de Marcel Nyat-Ndjifendi à la présidence de la Chambre haute du Parlement, fonction qu'il occupe depuis l'activation du Sénat en 2013. La réélection du président Marcel Nyat-Ndjifendi à la tête de la Chambre haute du Parlement camerounais marque l'envie de continuité du président Biya et ça signifie que les options politiques qu'il prend sur tout au moins le court et le moyen terme sont plutôt ceux de la stabilité. Prochaine étape pour ce nouvel effectif du Sénat camerounais, la session de plein droit qui devrait s'ouvrir dès le 11 avril 2023.
Comment augmenter le nombre d'usagers de la langue française en vue de dépasser le cap des 321 millions de locuteurs francophones actuels, dont la majorité se trouve en Afrique? La question figure parmi les points d'intérêt de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a placé l'éducation et la culture au cœur de ses stratégies. Une attention mise en lumière à l'occasion de la célébration le 20 mars dernier de l'édition 2023 de la Journée internationale de la francophonie. Eugène Chema et Laetitia Mebenga. Officiellement 5e langue la plus parlée au monde après l'anglais, le mandarin, l'hindi et l'espagnol, le français comptait en 2022 environ 321 millions de locuteurs, avec 38% de ces locuteurs identifiés en Afrique subsaharienne. Même si l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, qui regroupe les États ayant le français en partage, souligne le fait que cette langue est, avec l'anglais, la seule langue parlée sur les 5 continents, il n'en demeure pas moins qu'elle a à tenir compte de l'influence d'autres langues internationales parlées dans un monde qui compte plus de 8 milliards d'habitants, selon les données de l'Organisation des Nations Unies. Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas se reposer sur nos acquis en disant on a 320 millions de gens. Voilà. On peut pas imaginer que, par exemple, ces 320 millions de gens vont avoir des enfants et que, par définition, ils seront francophones. Pas du tout, parce qu'en fait, dans le monde actuel, on se rend bien compte que la langue française, elle peut perdre du terrain. Donc, même les 320 millions-là, demain, on n'est pas garanti qu'ils soient toujours francophones ou que leurs descendants soient francophones. L'éducation est l'un des piliers de la francophonie pour relever les défis de la vulgarisation de la langue française, d'après les sources officielles de l'institution. L'OIF a créé dans ce cadre l'IFEF, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, un organisme qui œuvre à la mise en place de programmes de coopération dans les différents sous-secteurs de l'éducation et les politiques publiques du domaine avec les États membres de l'OIF. On s'est rendu compte que dans le monde, malheureusement, beaucoup de ressources sont en anglais. Que ce soit par exemple les ressources universitaires, les documents de recherche, c'est dans d'autres langues, l'anglais, même d'autres langues qui commencent à émerger. Et tout le défi, il est là. C'est de dire comment est-ce qu'on fait pour que le francophone se dise ça m'est utile d'être francophone. Ce que nous on fait à l'OIF, c'est vraiment de se focaliser sur les aspects éducation en langue française et de la langue française. Donc on apprend le français, mais aussi donner d'autres cours dans les langues, dans la langue française. Et ça, c'est pour nous, c'est ça la clé en fait. Ce sera l'éducation. Et enfin, de permettre. Le deuxième aspect, c'est aussi de permettre à ce que les francophones, tous ces 320 millions, ils se retrouvent dans cette langue. En disant c'est une langue d'opportunité. La Journée internationale de la francophonie célébrée chaque année le 20 mars a encore permis pour l'édition 2023 de souligner le rôle de l'éducation et de la culture en général dans la promotion du français. Cette journée a été organisée cette année sous le thème 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.